Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Marc Daniel. Bonjour. Bonjour. Professeur d'économie, évidemment, on vous connaît. Il y a ce sondage qui est sorti, ce sondage OpinionWay pour Le Figaro, qui nous dit que un peu plus de 2 tiers, 67% des Français approuvent cette tenue, ce grand débat voulu par le président. On peut dire déjà qu'il a marqué un point pour le coup, puisque oui, je crois qu'il a marqué cette approbation. Oui, il a marqué un point au travers de cette approbation. En fait, le grand enjeu maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va en faire. C'est-à-dire une fois que le débat aura eu lieu, on parle beaucoup des cahiers de doléances en référence à ce qui s'était passé en 1789. Une des grandes déceptions des Français, c'est que ces cahiers de doléances, finalement, ils n'ont pas servi à grand-chose. Ce qui me frappe d'ailleurs dans le grand débat, c'est que le thème favori traité, apparemment, c'est la fiscalité. La fiscalité. Ah bah oui. Et donc, on est content là pour le coup. Hein. Ah oui. C'est-à-dire que je pense que le matraquage fiscal des années 2010, qui a commencé en 2011 et qui a conduit au bonnet rouge et puis aux gilets jaunes, est effectivement un des éléments essentiels des problèmes de la France à l'heure actuelle. Bon, on va parler après des questions qui mobilisent le plus les sondés, à savoir la fiscalité. Mais vous, en votre fort intérieur, Jean-Marc, vous pensez vraiment que ce grand débat va permettre de faire émerger des solutions nouvelles pour le pays ? Ou vous êtes dubitatif? Oui, je suis assez dubitatif. Je pense que quand Emmanuel Macron avait la main, c'est-à-dire quand il était en position de force, qu'il venait juste d'être élu, il a un peu perdu son temps. C'est-à-dire qu'il a fait des réformes qui ne sont pas totalement négligeables. Je pense à la suppression de l'ISF, je pense au prélèvement forfaitaire unique, je pense aux ordonnances sur le travail. Ils lui reviennent comme un boomerang aujourd'hui. Aujourd'hui, mais la réforme essentielle, le nœud des problèmes qui était la baisse de la dépense publique, alors que cette baisse avait été annoncée formellement, solennellement, au travers à la fois du rapport de la Cour des comptes qui avait même parlé d'insincérité pour le budget de son prédécesseur et au travers des discours de politique générale du Premier ministre, eh bien tout ça a débouché. Ça paraît loin tout ça. Hein. Oui, ça paraît loin. C'est-à-dire que les suppressions d'emplois ne sont pas au rendez-vous, les baisses de dépenses publiques n'ont pas été au rendez-vous et on a de nouveau une situation dans laquelle toutes les mesures d'urgence qui sont annoncées creusent le déficit et nous remettent dans une situation délicate vis-à-vis de Bruxelles. Ouais. Enfin, c'était ça ou l'apocalypse en même temps. Donc il fallait bien qu'il y ait une réponse. Là, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une réponse politique avec cette grande consultation. Il fallait aussi calmer, on va pas refaire l'histoire, mais en décembre, il fallait calmer un peu les choses et donner à ceux qui en ont besoin aussi, qui ont du mal à joindre les deux bouts. Oui, ce que l'on voit Tout n'est pas illégitime dans ce qui a été proposé. Non, mais ce que l'on voit bien, c'est qu'il y a quand même une vision du pouvoir d'achat qui est une vision un peu à courte vue. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat, c'est un des principes fondamentaux de l'économie. Vous savez, on apprend ça aux étudiants d'économie. On leur apprend, il y a les 10 principes fondamentaux de ManQ. En tout cas, on les apprend au niveau international parce qu'en France, ManQ est assez peu connu. Le défaut, il est économiste. Et donc, pour enseigner l'économie, on s'appuie plutôt sur des non-économistes en France, des sociologues et tout ça, plutôt que sur des vrais économistes. Ça en dit long. Oui, ça en dit long sur l'état de la France. Mais donc, le principe numéro 8, c'est que le pouvoir d'achat est fondé sur la production. On ne peut distribuer et redistribuer que ce que l'on a produit. Oui, là, on distribue du pouvoir d'achat, ce qui est en fait qui sera payé par nos enfants et nos petits-enfants. On va pas se mentir. Hein, voilà, donc il y a toujours quelqu'un qui paie dans la distribution et redistribution. Et donc là, c'est la génération d'après qui paiera. Ouais. La seule mesure qui est un peu dans le sens de créer de la richesse. C'est donc ça de la justice sociale et intergénérationnelle que de tirer un chèque et de faire payer ça par les petits-enfants. Ah oui, pour ceux qui aiment la justice sociale. Oui, alors c'est assez commode. Et ce qui est frappant aussi sur le plan politique, mais il y a beaucoup d'analystes qui disent ça, c'est que les sociétés occidentales, au fur et à mesure qu'elles vieillissent, elles préservent la retraite. Et on voit tous les problèmes qu'a Emmanuel Macron à faire émerger sa réforme des retraites et tous les problèmes qu'il a du fait d'avoir augmenté la CSG, en particulier sur les retraités, mais pas exclusivement. On a l'impression que le seul endroit où la CSG a été augmentée, ce sont les retraites. Et pourquoi est-ce que ça prend une telle ampleur? C'est parce que le corps électoral vieillit et il y a de plus en plus des retraités dans le corps électoral. On va même arriver dans une situation où les retraités seront majoritaires dans le corps électoral par rapport au reste de la population. Alors autant plus de 2 tiers des Français approuvent cette tenue du grand débat, autant, ils ne sont pas naïfs manifestement, peut-être qu'ils se trompent, 36% des sondés pensent que le président tiendra vraiment compte de tout ce qui va se dire, des résultats liés à cette consultation. Cette phase d'après sera périlleuse pour le chef de l'État. Parce que, et d'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce qu'il ne s'est pas quelque part piégé un petit peu lui-même, ou est-ce qu'il ne s'est pas lié les mains avec ce grand débat? Parce que vont fleurir, on le sait bien, et ressortir des mesures qui sont
pardon pour le mot, orthogonales, qui sont contradictoires avec tout ce qui a été fait avec le programme d'Emmanuel Macron. Non seulement il y a des mesures qui sont en contradiction avec ce qu'il a fait, on le voit bien avec l'histoire de l'ISF qui rebondit régulièrement et sur laquelle pour l'instant il adopte une position assez ferme, et puis il y a des positions qui sont contradictoires en elles-mêmes. Ce qu'il avait déclaré à un moment donné comme étant une injonction paradoxale, c'est-à-dire de demander des baisses d'impôts et de demander simultanément des augmentations de dépenses sous forme d'amélioration, d'accroissement de présence des services publics dans un certain nombre de territoires. On ne peut pas à la fois baisser les impôts et augmenter la dépense. Enfin, non, mais on peut ou pas? Parce que moi, j'ai pas l'impression, mais alors, j'ai loupé un truc. En théorie économique, il y a un certain nombre de gens, c'était tout le programme de Reagan qui disait que grâce à la courbe de l'affaire, en baissant les impôts, en fait, on allait dynamiser la croissance. Et cette dynamisation de la croissance, ça allait se traduire par, in fine, une recette fiscale plus importante. Ça a toujours été la justification des conservateurs pour voilà. Faire des politiques économiques mais ça s'est terminé hein. Comment? Par le fait que Dick Cheney, qui était vice-président de Bush, George W. Bush, avait dit ce qu'on a retenu comme enseignement de l'époque Reagan, c'est que finalement, ce qui est important, c'est de baisser les impôts et d'augmenter les dépenses publiques parce que les déficits, ça n'a absolument aucune importance. Or, c'est pas vrai. Les déficits, ça a de l'importance, à la fois vis-à-vis de la génération future et puis, au moins en Europe, vis-à-vis des engagements que nous prenons pour conforter et consolider la zone euro. Ouais. Alors, sachant que c'est intéressant, parce que là, pour le coup, on parle des impôts, mais quand on pose la question aussi aux Français dans ce sondage OpinionWay sur les impôts qu'ils voudraient voir augmenter, alors là, c'est une surprise, hein. Nouvelle tranche d'impôt sur le revenu pour ceux qui gagnent le plus, à 85%, rétablissement de l'ISF. On a compris à peu près comment allait se terminer le grand débat. D'où la complexité et la situation complexe, compliquée pour le président de se dire c'est contradictoire complètement, ça va dans l'autre sens par rapport à son programme, de dire on remet l'ISF, on augmente la... Mais en même temps, ça donne une porte de sortie aussi, notamment sur une tranche marginale plus élevée de l'impôt sur le revenu. Ça donne une porte de sortie au gouvernement. Oui, alors ça lui donne une porte de sortie dans un contexte où on peut considérer qu'à certaines époques dans l'histoire, il y a eu des tranches d'impôt sur le revenu qui étaient supérieures. Moi, ce qui me frappe, c'est un recul sur le thème des impôts par rapport au débat qu'il y avait dans les années 90. Les années 90 ont commencé avec Michel Rocard en France, expliquant à propos du rétablissement de l'IGF, donc sous forme d'ISF, l'ancêtre sous forme d'ISF, en expliquant que le but de la fiscalité n'était pas de prendre une revanche sur les riches, que c'était d'assurer une forme de solidarité, mais qu'à partir du moment où on cherchait la solidarité, il ne fallait pas stigmatiser une partie de la population, notamment les riches, dont la richesse peut être issue, et est souvent issue, d'un effort, d'une compétence, d'une capacité à générer de la richesse. Il y a un retour en arrière. Alors, il y a un retour en arrière, et à la fin des années 90, dans ce qu'on appelle le manifeste Blair-Schroeder, qui représentait là aussi le manifeste d'une gauche qui se voulait avoir compris l'héritage intellectuel de ce qu'avait été toute la période de la deuxième moitié du XXe siècle, et il disait on a comme engagement de maintenir à 40% la tranche supérieure d'impôt sur le revenu. Et donc nous sommes déjà au-delà de ces 40%. Ouais, la moyenne OCDE en tranche marginale, c'est 35%. Voilà. On est déjà 10 points au-dessus. On est déjà 10 points au-dessus et on réclame encore d'alourdir la charge. Et donc c'est assez paradoxal. On a l'impression qu'il y a, dans les gens qui mènent le débat, ça veut dire que toute la population française n'est pas sur cette ligne-là, mais dans les gens qui mènent le débat, dans les gens qui tiennent le haut du pavé du débat, il y a un discours qui est un discours assez années 50, une vision assez régressive je parle de la d'un sondage société. qui est censé être bien représentatif d'un échantillon de Français, et pas de ceux qui se déplacent lors de ces débats. Oui, j'entends bien, mais dans le sondage, là aussi... Donc le biais, il est moindre, il est oui, dans le sondage, vous avez une réponse qui est une réponse d'émotion immédiate. Après, la question qui se pose, c'est est-ce que quand vous débattez avec les gens, et c'est ça le rôle du grand débat, c'est de voir comment ils expriment ça, comment, à l'issue du débat, un certain nombre de gens se sentent ébranlés. Le grand débat, pour moi, il a un sens si les gens réfléchissent à cette occasion, et non pas si ça permet à un certain nombre de gens de tenir des discours extrêmement incantatoires, enflammés devant un certain nombre d'autres concitoyens totalement passifs. Oui, mais on n'est pas naïf, Jean-Marc. Il y a quand même une forte probabilité, on ne préjuge de rien, que ça se passe plus en option 2 qu'en option 1. Oui, mais on peut espérer que alors, si ça se termine en option 2, très rapidement, le grand débat va d'abord se vider de son sens, et puis les gens qui participeront au grand débat seront très très limités. C'est-à-dire les gens qui viendront dans les réunions, dans les assemblées, ce seront uniquement des gens qui sont dans une dynamique un peu de consanguinité sectaire. On se retrouve entre nous pour dire du mal des riches, pour dénoncer le prix de l'essence. Après, à partir de quel niveau est-ce qu'on est riche en France? Il y a eu cette question, vous vous rappelez, qui a été posée à François Hollande, qui avait dit 4 000 €. On y est aujourd'hui, quand on pose la question aux Français, si sur cette suppression de la taxe d'habitation, qui est prévue, qui est séquencée jusqu'en 2020 pour 80% des Français, cette promesse qui a été faite post-élection, parce que le Conseil constitutionnel qui est derrière a fait comprendre que pour qu'il n'y ait pas de rupture et d'égalité devant l'impôt, il faudrait bien que tous les Français voient leur taxe d'habitation supprimée. Ces 20%-là, on a compris que cette promesse était désormais dans la balance. Quand on pose la question aux Français, 65%
souhaite que les 20% les plus riches continuent à payer cette taxe d'habitation. Je rappelle les chiffres, je donne régulièrement, mais il faut qu'on ait ça en tête. Les 20% les plus riches, ce n'est pas l'ISF, ce n'est pas 300 000 contribuables, on parle de 6 millions de gens. Personne seule, 2 200 €, un couple, 4 000 € par mois. Oui, mais la notion de richesse est une notion qui est relative, en fait. C'est très difficile de définir qui est riche. Par rapport à... Simplement, on définit en disant ceux qui sont les plus riches. Mais en fait, le riche, c'est celui qui gagne plus que moi. Voilà, exactement. Et le riche, très rapidement, c'est celui qui gagne plus que vous. De même que la classe moyenne, en fait, quand on regarde historiquement, la définition de la classe moyenne était avant tout politique. C'est-à-dire, il y avait l'aristocratie, les gens qui avaient le droit de vote qui étaient la classe moyenne, et les gens au 19e siècle, avant le suffrage universel, et les gens qui ne payaient pas assez d'impôts pour avoir droit de voter. Et donc la classe moyenne, c'était les gens qui payaient assez d'impôts pour avoir le droit de vote sans être membre de l'aristocratie. C'était donc une définition politique. Maintenant, on en donne une définition économique sur la base de laquelle on s'appuie en disant la classe moyenne recule, il y a un problème de classe moyenne, mais personne n'était capable d'identifier qui est véritablement dans la classe moyenne. Ce qui est clair, c'est que la classe ouvrière en tant que telle, c'est-à-dire des gens effectivement qui travaillent autour d'un lieu très précis, dans un lieu très précis, et qui sont en général dans un habitat qui est regroupé autour de ce lieu, et avec une identification personnelle à leur travail, au lieu où ils travaillent, à l'usine et tout ça. Cette classe ouvrière, elle a pratiquement disparu du fait de l'automatisation, du progrès technique, et il y a beaucoup plus d'emplois de nature tertiaire, et beaucoup plus d'emplois qui sont des emplois... Elle a de quoi avoir peur, cette classe moyenne forestière, entre les ruptures technologiques, la mondialisation, il y a un vrai sujet pour elle. Et en même temps, il y a ces classes moyennes et il y a, j'ai envie d'en parler parce que c'est le lien avec ce sondage sur les 2 tiers des Français qui veulent que les 20% des Français les plus aisés conservent et payent leur taxe d'habitation. Parce que quand on regarde ces 20%, c'est qui? Les cadres, professions libérales, chefs d'entreprise et même petites, même commerçants. Hein. Oui. Et donc ceux qui gagnent, voilà, ceux qui sont autour de 4 000 € ou plus par mois en couple, ces gens-là, cette catégorie-là, elle a déjà historiquement, on va regarder derrière, historiquement sur 10 ans, elle a largement payé son écho pour, quand il a fallu monter les impôts. C'est elle, ce sont ces cadres-là, enfin, c'est cette classe moyenne supérieure, on va dire, qui a largement contribué, encore une fois, à remettre à flot, entre guillemets, les déficits, encore une fois, et on se dit que pour eux, il y a un matraquage fiscal. On parle du matraquage fiscal des Français, mais cette catégorie-là qui est silencieuse, c'est elle qui est matraquée. Alors, je me trompe ou pas? Est-ce qu'on parle de matraquage fiscal? Le matraquage fiscal était des cadres, non mais des cadres et des professions libérales. On peut le dire ou pas? On peut le dire, oui, parce sans être partisan, sans être... Oui, non, mais effectivement, en plus c'était la démarche. C'est mathématique. C'était la démarche de François Hollande qui consistait à dire que c'est vers eux qu'il va falloir faire porter l'effort. D'autant plus qu'encore une fois, il avait une conception et une définition des riches qui était assez extensive, et il avait dit je n'aime pas les riches. Donc il assumait sur le plan idéologique une démarche consistant à demander beaucoup d'efforts. Mais même au-delà de François Hollande, sur 10 ans, je ne sais plus qui avait fait ça, c'est l'OFCE ou autre, qui montrait bien que ceux qui avaient le plus payé, encore une fois, quand il a fait augmenter les impôts au global, ça a commencé sous Nicolas Sarkozy, on s'en souvient, les hausses d'impôts avec François Fillon, jusqu'à aujourd'hui. C'est cette classe, oui, en classe partie, parce que moi je pense que le fait que le taux de chômage soit encore à 9%, alors qu'à la même phase du cycle précédent, à la fin 2007, on était à 7% de taux de chômage, montre bien que les gens qui souffrent, les gens qui sont dans des situations délicates, ce n'est pas des gens qui sont victimes de la position du travail, ce sont des gens qui sont victimes de l'absence de travail. De même que en 2008-2009, un des exploits de la gestion de Nicolas Sarkozy, c'était d'avoir maintenu le pouvoir d'achat des Français. Il était arrivé comment? D'abord grâce au prix du pétrole, parce que ça c'est un élément qui échappe à nos dirigeants, mais qui contribue assez fortement à l'évolution de notre pouvoir d'achat, et puis grâce à un déficit budgétaire considérable. C'est-à-dire qu'on était monté à 150 milliards d'euros de déficit en point de PIB, budgétaire. c'était, je sais pas, 7 ou 8 points de PIB. C'est 7 ou 8 points de PIB. Donc il y a un problème qui est un problème de donner en fait ce que notre président de la République appelle de dire la vérité. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, si on veut véritablement améliorer la situation, comme je le disais, le point 8 des 10 points de Mankiw, c'est on ne peut distribuer et redistribuer que ce que l'on produit, c'est d'augmenter la production, c'est-à-dire d'augmenter la croissance économique. Et donc, mais ça, c'est pas audible comme... Quand on essaie de rétablir la situation en disant qu'on va rétablir la défiscalisation des heures supplémentaires et qu'on dit qu'il faut travailler plus pour gagner plus, on part de cette idée que quand même que ce discours travailler plus pour gagner plus, par-delà le slogan qui est assez bien construit sur le plan publicitaire, il y a une appétence, une adhésion à cette idée qu'effectivement, si on travaille un peu plus, finalement, on finira par s'en tirer mieux. Le sentiment qu'aujourd'hui, c'est plutôt travailler plus pour gagner autant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent qui disent « je travaille plus pour maintenir ce que j'ai ». Oui. Alors avec, là aussi, ça a beaucoup été
centré le débat sur l'automobile. Et donc sur l'automobile, indépendamment des 80 heures, qui était plutôt une sanction, une forme de contrainte, mais extra-économique, qui était une contrainte non monétaire, il y avait ce discours sur le fait que le prix de l'essence, et à ça, Emmanuel Macron a répondu en disant, mais écoutez, c'est pas Bibi, c'est le prix du pétrole. Et puis, quand on regarde les statistiques, avant l'évolution même du prix du pétrole, c'est assez facile à vérifier, en 1970, avec 1 heure de SMIC, avec 1 heure de travail payé au SMIC de l'époque, au SMIC, au tout début du SMIC, on pouvait faire le SMIC au début d'abord. Oui, au tout début c'était le SMIC et à partir de 1970 c'est le SMIC. Professeur. Voilà, exactement. Et donc le SMIC, au tout début du SMIC, donc en 1970, avec 1 heure de SMIC, on fait 30 km avec les véhicules et le prix du pétrole de l'époque. Et puis aujourd'hui, après le choc pétrolier en octobre, en pleine période de choc pétrolier assez violent, eh bien on pouvait faire 130 km. Donc c'est encore une fois, c'est la croissance. C'est la productivité, c'est l'amélioration de la technique automobile qui améliore la situation. Et ça, les gens ont du mal à le percevoir. C'est vrai, les gens oublient, et puis heureusement d'ailleurs, qu'ils oublient les défauts, les travers qu'il pouvait y avoir il y a 30 ou 40 ans. Ouais. Et après, encore une fois, en toile de fond, puisqu'on parle des impôts, cette demande, on l'a vu, de la part des Français, quand on les interroge dans les sondages, sur le fait d'avoir plus de progressivité sur l'impôt sur le revenu. C'est un truc qui... On disait la fiscalité, ça fait partie des premiers thèmes qui sont abordés dans les grands débats, ou ce qui souhaitent, dans les Français, voir c'est le thème abordé. Plus de progressivité sur l'impôt sur le revenu, mais il ne l'est pas déjà assez ? Je pense encore une fois, à partir du moment où 2% des familles payent 40% de l'impôt sur le revenu. Oui, on a une concentration très forte de cet impôt sur le revenu. On a des tranches qui sont supérieures à la plupart de nos partenaires au sein de l'OCDE. Et comme je rappelais, même la gauche institutionnelle, la gauche de gouvernement des années 90, disait qu'il faut mettre un frein à tout ça, il faut limiter l'évolution et la progressivité de l'impôt sur le revenu. Je crois en plus qu'il y a 2 choses qui jouent sur la fiscalité. C'est quand même, la fiscalité, c'est pas que les ménages, c'est aussi les entreprises. Et la fiscalité des entreprises, les ménages le paient directement au travers du chômage. Et je crois qu'il y a une vraie réflexion à comment faire en sorte que... Vous croyez vraiment que dans les grands débats, là, on va parler de la fiscalité, je pense la fiscalité des entreprises qui est payée, vous le disiez, c'est intéressant, à travers du chômage pour... oui, justement, c'est le lieu du débat, de dire, écoutez, réfléchissez, regardez un peu dans les détails, de faire intervenir un certain nombre de chefs d'entreprise qui expliquent, écoutez, moi, mon véritable problème, c'est que je paie tel impôt, il a augmenté, et la situation dans laquelle je suis est une situation qui, en permanence, m'empêche de développer mon entreprise. Et le deuxième élément que je trouve intéressant dans cette histoire de la fiscalité, c'est qu'on a une fiscalité qui bouge tout le temps. C'est-à-dire, on n'arrive jamais à savoir quelles sont les obligations, les engagements que l'on doit. Et on le voit bien d'ailleurs dans la mise en place du prélèvement à la source. Qui se passe bien pour l'instant. Pour l'instant, ça se passe bien. On va voir ce qui se passe à l'occasion de la dernière semaine du mois de janvier, qui va être la plus cruciale avec les salariés. Et donc, on voit bien quand même que tout le travail qu'il a fallu faire pour essayer de mettre en informatique la réalité de prélèvement sous forme d'impôt sur le revenu. Mais rendre plus progressif, Jean-Marc, l'impôt sur le revenu, est-ce que ce n'est pas encourager l'exil fiscal ou exil de nos talents? Je pense qu'effectivement, c'est encourager l'exil. Quand on est déjà 10 points au-dessus, et on se dit, est-ce que vraiment ça rapporterait beaucoup? Jamais eu les chiffres d'ailleurs. On est à 45% sur la tranche la plus élevée, avec une contribution exceptionnelle de 3-4% quand on est au-delà de quelques centaines de milliers d'euros. Mais sachant que derrière, il y a le Conseil constitutionnel qui dira au bout d'un moment, il y a un niveau qui est confiscatoire. Il reste quoi, 2-3 points, 5 points sur l'impôt sur le revenu, et ça rapporterait quoi? Mais on est en centaines de millions d'euros. Oui, mais on n'est pas en milliards d'euros là. Non, et on n'est pas dans une logique et dans un raisonnement en la matière qui est une logique d'efficacité et de rendement. On est plutôt là aussi dans la symbolique politique. De la symbolique politique et dans cette logique qui consiste à punir les riches. Et encore une fois, il y a 2 façons d'appréhender la situation. C'est la façon, là aussi, de la gauche de gouvernement des années 60-70. Mon objectif, c'est d'élever les pauvres, et la façon punitive qui consiste à dire, mon objectif, c'est de punir les riches. Et justement, si c'est ça qui devait sortir des débats, et que les Français souhaitent que les plus aisés, les plus fortunés, les plus riches payent plus, est-ce que le président, il osera les écouter? Et c'est le problème du grand débat, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va en faire? On a lancé D'où le 36% des sondés qui pensent que finalement le président... il a ouvert une forme de boîte de Pandore, et puis il ne sait pas très bien comment ça va se terminer et tout ça. Alors là aussi, il a réagi dans l'urgence, puisque un certain nombre de critiques qui lui étaient portées, c'était d'être distant, d'être éloigné, d'être arrogant, voire méprisant. Il est de retour dans l'arène, là. Et donc, de dire, écoutez, exprimez-vous, parlez. Et puis, il va voir les maires, les corps intermédiaires. Là aussi, on a beaucoup parlé des corps intermédiaires. On a longtemps considéré, manifestement,
gouvernement que le corps intermédiaire de référence, c'était les syndicats, mais les élus, c'est aussi un corps intermédiaire. Et puis, il y a l'administration locale, c'est-à-dire qu'un préfet, c'est supposé avoir une parfaite connaissance du département dans lequel il opère et d'avoir des contacts avec la réalité de la vie de ce département. Ouais. Vous craignez, au final, après ce débat, que le président soit contraint de revenir sur des réformes déjà votées, au-delà des questions fiscales même d'ailleurs? Je pense qu'il ne reviendra pas en arrière sur un certain nombre de réformes, mais je pense en revanche qu'il va ralentir sur les réformes. Il n'y a plus qu'une réforme importante sur laquelle je pense qu'il va continuer à essayer de s'investir, qui est la réforme des retraites, parce que là, il y a une sorte d'urgence historique à laquelle il ne peut pas échapper. Et puis les Français soutiennent, dans les sondages, pour l'instant, cette réforme des retraites. Elle est populaire. En outre, on avait clamé que la sécurité sociale serait en excédent en 2019, et puis on voit bien au fur et à mesure qu'on prend des mesures, désormais il est clair que la sécurité sociale sera de nouveau en déficit. Donc on voit bien qu'il y a une sorte d'urgence à reprendre le dossier. On ne peut pas bricoler et vivre au jour le jour éternellement. Mais après, qu'est-ce qu'il va faire de son quinquennat? C'est difficile. Parce qu'il reste 3 ans, Jean-Marc. Il reste 3 ans. Ça peut être long. Hein. Il reste 3 ans dans un contexte conjoncturel qui va se détériorer. Qui va se dégrader. On ne le dit pas assez quand on voit que le gouvernement s'est tombé aujourd'hui via Bruno Le Maire qui nous dit je confirme la prévision de croissance de 1,7% en 2019. On ne souhaite qu'une chose, c'est qu'il ait raison. Mais rien aujourd'hui ne nous pousse, on est plus sur du 1,5 moins. Oui. En termes de croissance, je parle sous votre contrôle. Oui, oui, absolument. Je pense qu'on sera entre 1 et 1,5. Alors, il y a une espèce de wishful thinking qui consiste à dire on crée la confiance, et donc c'est en créant la confiance. Mais ce n'est pas de l'économie, c'est de la psychologie, ça, s'ils veulent. C'est pas faux non plus. Oui, mais enfin, il faut voir qu'il y a quand même des grandes masses, des grandes inerties dans l'économie. Il y a beaucoup de psychologie dans l'économie aussi. En partie, mais il y a aussi beaucoup de lois des grands nombres, et donc qui fait qu'il y a une grande inertie. Donc il y a une tendance sur le long terme que la loi Pacte était censée relever. C'est-à-dire qu'on nous avait annoncé que cette croissance potentielle, elle allait être améliorée par la loi Pacte, et puis la loi Pacte, elle est en train de se perdre dans les couloirs des assemblées. On ne sait pas ce qu'elle devient. S'il y a une telle capacité, la loi Pacte, à améliorer la situation, on pourrait faire en sorte qu'elle soit votée un peu plus rapidement. Puisqu'on parle de justice fiscale, il y a ce chiffre qu'on rappelle, 43% des Français payent l'impôt sur le revenu. Alors vous me direz, tout le monde paye la CSG, d'accord, mais sur l'impôt sur le revenu, moins d'un Français sur 2 le paye. Est-ce que c'est normal pour un impôt qui est censé être universel, sachant que l'impôt sur le revenu, c'est quand même la participation de tous les Français au financement du bien commun, des services publics. Encore une fois, elle peut être symbolique. Encore une fois, on parle, pour ceux qui n'ont pas les moyens, il n'est pas question de, ça peut être quelques euros, mais il ne serait pas souhaitable que tous les Français, même encore une fois de manière symbolique, payent l'impôt sur le revenu? Est-ce que ça ne serait pas ça aussi, Jean-Marc, la justice fiscale? Vous en pensez quoi? Oui, je connais cet argument. Effectivement, il y a une sorte d'assimilation dans la pensée collective de l'impôt sur le revenu à l'impôt en général. Mais on voit bien dans le débat d'ailleurs que les Français sont quand même conscients qu'ils paient d'autres impôts, puisqu'il y a un débat sur la TVA sur les produits de première nécessité, et un certain nombre de participants au débat proposent de la supprimer, même si elle est à taux minéré, d'aller un peu plus loin et de supprimer la TVA. Et donc l'impôt sur le revenu, c'est 70 à 75 milliards, les prélèvements obligatoires, c'est 1000 milliards. Et donc je pense qu'effectivement, il y a un enjeu symbolique, mais cet enjeu n'est pas sur le plan économique aussi important qu'on ne le dit. De même que sur les droits de succession qui sont de nouveau mis en avant, où on présente, alors certains disent c'est la rente absolue, on hérite, on n'a aucun mérite à hériter, et puis il y en a d'autres qui disent le fisc est comme les vautours, comme un charognard, il s'abat sur les cadavres pour les dépecer. Donc il y a un côté sur la mort. C'est un impôt sur la mort, il y a un côté émotif et sentimental très fort dans les droits de succession. C'est comme un impôt qui vient frapper quelque chose qui a déjà été imposé par le passé. Pardon, ça c'est... Absolument. Mais ça représente 12 milliards. Et donc, ce qui est frappant, c'est que le débat se centre sur des impôts qui, sans être secondaires, sont des impôts qui ne sont pas les plus spectaculairement, qui rapportent le plus de façon la plus spectaculaire. Et le débat, donc, sur effectivement comment on a utilisé la CSG. La CSG, elle devait être purement proportionnelle. Et puis, on est en train de la bricoler, de faire apparaître plusieurs taux de CSG. On est en train de... Donc, ces débats-là qui sont relativement techniques, mais qui impactent quand même la vie quotidienne des Français, pour l'instant ont du mal à émerger, même si, encore une fois, ce que je trouve intéressant, c'est que la TVA a été remise dans le débat au travers de l'histoire de la TVA sur les produits de première nécessité. Ça coûte cher, attendez, on est en milliards d'euros là. Mais la TVA c'est 150 milliards. Non, mais dans la TVA sur les produits de première nécessité. On est à entre 30 et 35 milliards, le taux à 5%, oui, voilà, donc entre 30 et 35 milliards d'euros. Oui. Bon, pour boucler la boucle, dans le sondage OpinionWay, il y avait un truc intéressant, c'est de voir que si pour baisser les impôts, il faut baisser la dépense publique, ce que vous prenez évidemment, ça on l'a bien compris, ou alors il faut tonifier, muscler la croissance, mais ça c'est encore une fois, ça prend du temps aussi. Le sondage montre que tous les Français ne sont pas prêts à sacrifier pour partie les services publics en France pour
pour payer moins d'impôts au sens large. Seuls 54%, c'est une légère majorité, 54% des Français y sont prêts. On se dit qu'on est mal barré ou 54%, c'est déjà une petite majorité. Ça montre que tout ça reste c'est un sujet qui reste très clivant. Hein. Oui, c'est un sujet qui reste très clivant et je crois qu'en fait le débat n'est pas forcément posé de façon totalement complète. C'est-à-dire que, en fait, on dit aux Français, est-ce que vous voulez qu'on ferme les lignes de chemin de fer ou qu'on maintienne les lignes de chemin de fer telles qu'elles sont? On souhaite tous maintenir les lignes de chemin de fer. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut maintenir les lignes de chemin de fer opérées par la SNCF dans les conditions de coût de la SNCF ou est-ce qu'on ne pourrait pas, au moment où on parle de concurrence, faire appel à d'autres compagnies? Mais si c'est déficitaire ces lignes-là, en quoi est-ce que des opérateurs privés viendraient sur ces lignes-là? Ils viendraient sur ces lignes-là si on ne leur impose pas d'avoir les conditions, notamment les conditions d'emploi, les conditions d'organisation, les conditions de temps de travail qu'il peut y avoir à la SNCF. Et de tarifs aussi? Et de tarifs. Si on laisse une certaine autonomie, une certaine liberté organisée autour de la concurrence, on va voir apparaître des opérateurs. En revanche, effectivement, si on dit vous avez le choix entre garder les conditions qui sont ce qu'elles sont de la SNCF, eh bien l'opérateur, il fera les mêmes pertes que la SNCF. Et donc je crois que la bonne réponse, c'est pas la fermeture de la ligne ou la SNCF, c'est on garde la ligne, mais on la fait gérer par des gens qui vont se montrer plus innovants, plus entreprenants que de ce que peut l'être la SNCF dans le contexte dans lequel elle opère. Bon, voilà. Merci en tout cas, c'est toujours passionnant d'être avec vous. Jean-Marc Daniel, donc le professeur d'économie qui était prof à l'ESCP, qui est avec nous aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup. À bientôt.